Et je m'en doutais que ça allait faire ça. Et ouais, il faut que j'épingle la vidéo de Vincent. Bonjour à tous. Alors, on a coupé pour l'instant, on a coupé les micros et les vidéos de tout le monde. Je vous remercie de les laisser couper. Je vois une personne qui signe. Bonjour à tous. Je vous remercie de les laisser couper pour qu'on puisse voir correctement Gaëlle, Vincent et moi-même. Je vois Armel, si vous pouvez couper la vidéo, s'il vous plaît. On a des personnes qui activent la vidéo. Si vous pouvez désactiver la vidéo. Armel et Kakud, s'il vous plaît. C'est sur... voilà, je vois que ça a fonctionné. Pour couper la vidéo, il faut passer sur l'écran et en bas à gauche. Voilà, très bien. C'est parfait. C'est le petit côté technique embêtant du début de webinaire. On va attendre encore un petit peu, il y a quelques personnes qui se connectent. Aujourd'hui, le webinaire va être totalement accessible en langue des signes française grâce à Gaëlle qui est l'interprète. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat en bas à droite et on vous demande de ne pas activer la caméra et le micro sans l'autorisation pour ne pas que les capsules deviennent trop petites pour les participants et pour les animateurs, et que le webinaire reste toujours accessible. Voilà. On va pouvoir commencer parce qu'on est déjà pas mal. Je me présente dans un premier temps. Je m'appelle Anaïs, c'est pas poli, je commence par moi. Je suis consultante au sein du cabinet Avisea et aujourd'hui, je suis très contente de co-animer le webinaire avec Vincent. Vincent, qui est directeur des opérations au sein de Helios, et aux côtés de Gaëlle aussi, qui est interprète au sein de Helios. Donc, l'objectif aujourd'hui du webinaire, c'est de parler du numérique pour les personnes sourdes et malentendantes. C'est un webinaire qui est la suite de nombreux webinaires, puisque depuis le début du confinement, avec le groupe Jobinev, on a décidé de rester investi et de proposer en fait à la fois aux candidats en situation de handicap et à la fois à tous nos partenaires des webinaires pour continuer à apprendre tous les jours sur la diversité, puis découvrir de nouveaux outils. Et ce webinaire, je reviendrai dessus après, fait suite à un premier webinaire que j'ai animé sur les outils de communication au service du handicap. Donc voilà aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais garder la parole. Je vais vous parler un petit peu d'accessibilité et puis après, je laisserai un plus grand temps de parole à Vincent qui va pouvoir nous parler de la surdité, de la malentendance et surtout qui va pouvoir vous présenter l'outil Helios qui est un très bel outil qui permet l'accessibilité. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît, Gaëlle ? Dans un premier temps, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais rapidement vous présenter le groupe Jobinev et plus particulièrement Avisea, l'entité dans laquelle j'interviens. On a un cabinet de conseil spécialisé sur les thématiques de la diversité de manière globale. On intervient sur 4 grands champs d'action et c'est comme ça qu'on est arrivé ici aujourd'hui. Une partie sur tout ce qui est diagnostic, donc tout ce qui va être conseil en transition inclusive, conseil en égalité professionnelle, en politique handicap, ça peut être très très large. Tout ce qui touche à la diversité finalement nous passionne. On a toute une partie sur le conseil, où là on est plus à l'écoute des personnes, donc ça va être des lignes d'information, des accompagnements à la reconnaissance de travailleurs handicapés, vraiment accompagner les personnes mêmes. Et puis on a une partie qu'on a eu l'opportunité de développer pendant le confinement finalement, toute une partie sur les formations, donc en présentiel et plutôt à distance en ce moment avec des outils plus ou moins accessibles. On vous racontera une petite anecdote. Et puis, il y a toute une partie digitale qui permet de faire des challenges à distance, des jeux digitaux, etc. Voilà pour Avisea. Tu peux passer, Gaëlle.
je vais revenir sur un webinaire qu'on a animé précédemment le 30 avril. Donc vous avez peut-être déjà vu cette image, mais ça me paraissait important d'en parler aujourd'hui. J'avais vraiment envie de vous présenter dans un premier temps un webinaire sur les outils de compensation au service du handicap. Et tout de suite, on a pensé à Helios. Et finalement, quand on a voulu présenter ce webinaire le 30 avril, l'outil qu'on utilise habituellement, qui s'appelle Flick Meeting, on s'est rendu compte qu'il n'était pas du tout accessible et qu'on n'avait pas forcément réfléchi dans ce sens-là. Donc, on a passé pas mal de temps avec Vincent et Gaël à tester des outils pour trouver l'outil qui serait accessible pour pouvoir animer ce webinaire et permettre de le rendre accessible aussi pour le public. Ça n'a pas été tout à fait simple et c'est pour ça qu'on a mis un petit peu de temps pour vous présenter ce webinaire. En tout cas, pour revenir sur les outils de communication, on a en France et partout dans le monde, mais là je vais vous parler de la France particulièrement, un environnement qui est plutôt favorable, que ce soit pour les startups, pour les entreprises, un environnement plutôt solidaire. Et on a présenté dans le webinaire précédent 2 startups que sont Wise. Wise, ils font des lunettes connectées pour permettre aux personnes enfermées dans leur corps de communiquer grâce au clignement des yeux. On avait présenté El Kilto aussi, qui, grâce à une application, permet de transformer la voix en image et l'image en voix, donc pour les personnes également qui ne peuvent pas communiquer. J'en profite pour vous parler de l'association La Handitech, qui est une association qu'on porte dans le groupe et qui peut vous permettre de découvrir gratuitement des solutions comme celle-ci. Si vous avez un peu de temps, le 18, on lance l'appel à projet à 11h30 avec un live YouTube. Et ça vous permettra tout simplement de découvrir la Handitech et puis au fil des mois de découvrir les nouvelles startups qui ont créé cette année des choses en lien avec le handicap. Donc l'objectif là, c'est vraiment promouvoir, fédérer les acteurs qui innovent ou soutiennent l'innovation au service du handicap. Donc chaque année, on a des belles surprises, on a de nouveaux outils d'accessibilité et c'est juste quelque chose qui est très très intéressant et qui peut vous servir au quotidien, qui peut servir aussi au sein des entreprises. Donc voilà pour la partie. Je reviens sur la notion d'accessibilité qui est hyper importante et qui a été très très importante aussi pour nous, pour rendre ce webinaire accessible. On s'est rendu compte que ce n'était pas simple finalement de trouver un outil qui avait été conçu pour être accessible à tous, parce qu'on a eu la difficulté là pour le rendre accessible à cause de ces vignettes qui bougeaient, qui étaient trop petites, on ne pouvait pas voir l'interprète et à la fois l'intervenant, mais on a eu aussi la difficulté de personnes déficientes visuelles qui n'arrivaient pas à nous envoyer leur message sur le chat. Donc cette notion d'accessibilité elle est très importante. Ce petit schéma en fait synthétise la différence qu'on peut faire finalement entre égalité, équité par compensation et équité par accessibilité. Et c'est le dernier champ qui est très important. Vous voyez sur la première image qu'on a une égalité pure, c'est-à-dire que 3 personnes regardent un match, on leur a donné à tous les 3 une caisse pour qu'ils puissent voir ce match de baseball. Et finalement, avec cette notion d'égalité, on va sur de l'inéquité, parce que la personne la plus petite ne peut toujours pas accéder à ce match. Et c'est pour ça que dans le deuxième encadré, on a l'équité par compensation, où cette fois-ci, on a pris la caisse à la grande personne pour la donner à la petite personne, en se disant, comme ça, tout le monde pourra voir. C'est une formidable idée d'équité par compensation, sauf que là, on a quand même une inégalité, puisqu'on a pris quelque chose à la grande personne pour le donner à la plus petite. Et puis, si on avait une 4e personne qui arrivait, comment on ferait ? Et le troisième dessin qui est très important et qui va permettre d'expliquer le reste du webinaire sur cette accessibilité, c'est ce stade qui a conçu tout simplement, qui l'a conçu dans une logique d'accessibilité, puisqu'ils ont mis une grille et ils permettent à tout le monde de voir le match. Ils permettent à une personne petite, une personne qui viendrait avec une poussette, une personne qui ne pourrait pas monter sur une caisse, d'accéder, de visualiser ce match. Et ça, c'est très important. Et ça me permet de faire le parallèle avec le slide suivant sur l'accessibilité numérique. Si tu peux passer, Gaëlle. Tout ne peut pas être construit dans une logique d'accessibilité. Hein. Ça serait vraiment formidable. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que typiquement, si on prend l'accessibilité des établissements recevant du public, on en a qui ont été conçus de manière à ce qu'il n'est pas possible de les rendre accessibles. Si on prend un tout petit espace parisien dans lequel il faudrait mettre un ascenseur, on ne peut pas. Mais il faut quand même faire le maximum et si on ne peut pas, expliquer pourquoi on ne peut pas le faire.
On a cette même notion qui est apparue avec l'accessibilité numérique et Elios intervient sur ce champ-là aussi. L'accessibilité numérique, on a un décret qui est sorti l'été 2019, pardon, et ce décret, il a pour objectif de rendre accessible à tous les utilisateurs, que ce soit les personnes en situation de handicap ou non, les contenus qui sont digitaux. Ça veut dire quoi les contenus digitaux? Ça peut être des sites internet, ça peut être des applications mobiles, ça peut être des extranets, des progiciels, ça peut être plein de choses différentes finalement. Mais l'objectif, c'est vraiment de penser les choses dans une logique d'accessibilité. Il faut savoir qu'il est quand même beaucoup plus simple de penser cette logique d'accessibilité à la création de quelque chose, donc de l'intégrer dès le départ, par exemple, dans un cahier des charges. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire la promotion de ce décret sur l'accessibilité, de se dire on construit dans une logique d'accessibilité, parce que c'est plus compliqué après de revenir dessus et de modifier et de le penser différemment. Donc, il faut l'intégrer dès le départ. Après, bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez couper la caméra s'il vous plaît pour qu'on puisse garder le webinaire bien accessible? Super. Ouais. Et le micro également. Ok. Et après, ça sera parfait. Super. Et du coup, donc, je disais cette logique d'accessibilité, donc la loi l'impose pour les personnes qui dépassent un seuil de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais il y a deux choses qui sont pensées aussi. C'est ce schéma pluriannuel de mise en accessibilité. On ne va pas demander à tout le monde du jour au lendemain, vous devez être accessible. Ce ne serait pas possible. Et du coup, en fait, comme il y a eu pour les ERP, on donne un calendrier. Vous allez devoir être accessible sur ça, vous allez devoir être accessible sur telle autre chose, de manière à ce que petit à petit, en fait, les entreprises aient le réflexe d'intégrer cette accessibilité dans la construction derrière de leurs outils de communication, de leurs outils numériques. Et puis, la dernière chose, c'est cette notion de charge disproportionnée. On parle de charge disproportionnée parce que, pareil, si vous avez une entreprise qui vient de refaire son site internet, on ne va pas lui demander un mois après, il y a un décret qui est sorti, de tout recommencer depuis le début. Donc, cette notion en fait, de charge disproportionnée, elle est évaluée par rapport à la taille, les ressources, la nature de l'organisme qui est concerné. Et du coup, ça permet de mettre en avant sous quel délai et comment on peut mettre en place cette accessibilité numérique. Aujourd'hui, vous avez des solutions d'accessibilité numérique. Vous avez des outils tels que Elios. Je voulais vous parler aussi d'un autre outil qui s'appelle Facility. Facility qui est utilisé sur les sites internet et qui permet de rendre accessibles les sites internet à plusieurs typologies. Donc, ça va être par exemple des boutons plus gros pour quelqu'un qui aurait des tremblements. Ça va être un contraste différent pour les personnes qui sont malvoyantes. Ça peut être une police différente pour les personnes qui sont dyslexiques. Donc, ça simplement sur certains sites internet. C'est pas pour faire de la publicité, mais si vous allez tout en bas du site Cdiscount, vous avez un petit logo sur l'accessibilité. Ou alors, Carla vient de vous mettre dans le chat le site de Facility. Mais comme ça, vous pouvez voir comment ça s'utilise et comment on peut rendre un site internet accessible. Ça ne rend pas tout accessible, mais c'est déjà un bel outil. Voilà pour tout ce qui est accessibilité. Je ne vais pas prendre la parole plus longtemps parce que Vincent a vraiment des choses intéressantes à nous raconter. Et donc, je vais lui laisser la main, sauf si vous avez des questions tout de suite. Vous pouvez écrire dans le chat. Et sinon, on posera des questions à la fin. On peut y aller pour Vincent, du coup. Bonjour à tous. Je suis ravie, c'est une grande première pour moi de participer à un webinar, donc une conférence à distance. C'est un peu déstabilisant, alors c'est une première fois avec Anaïs, voilà, on a découvert, comme elle vous l'a dit, que les outils n'étaient pas trop adaptés. On a essayé de trouver la solution la meilleure possible pour pouvoir vous permettre de participer, même si ce n'est pas parfait, mais pour une première fois, c'est bien. Voilà, moi-même, j'ai l'habitude de m'exprimer en langue des signes et de voir les participants à une conférence. Là, de ne pas vous voir, je signe un peu tout seul, sans voir les personnes, c'est un peu étrange. Mais je suis ravie quand même d'être là pour ce webinaire. Alors, je me présente, je travaille chez Elios, je suis directeur des opérations, ce qui consiste à garantir une qualité de service globale.
Donc, satisfaction des utilisateurs, satisfaction des clients, donc des acheteurs, et innovation sur les produits pour les faire évoluer en lien avec les évolutions du numérique. On sait que le potentiel du numérique, il y a beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de choses qu'il faut faire évoluer. Donc, on s'adapte sans cesse aux besoins de la population sourde. Voilà. Mais on est un outil d'accessibilité pour les sourds, mais aussi pour les entendants, parce qu'un outil de communication, c'est pour permettre à des sourds et des entendants de s'appeler. Donc, c'est bien pour ces deux publics. L'entreprise Helios est devenue un groupe. Helios est une filiale d'un groupe français et on est sur le marché français. Mais il y a une autre filiale au Canada, sur le centre relais du Canada. La maison mère et l'ensemble du groupe représente 60 salariés, dont 17 personnes sourdes salariées de l'entreprise qui nous donnent une expertise pour faire évoluer les technologies. On tient compte des retours des usagers, des utilisateurs, mais on a aussi notre propre expertise en interne pour nous permettre d'innover et d'avancer. Sur la thématique de la surdité, sourd, malentendant, sourd oralisant, sourd, voilà, on a un nombre de termes importants, c'est très très ouvert parce que on parle souvent de sourds et malentendants, mais en fait, la population, ah mais toi t'es sourd, toi t'es plutôt muet, toi t'es malentendant, enfin, voilà, en fait, il n'y a pas de terme adéquat. Il y a autant de sourds que de surdité, donc tous les sourds ont des profils différents, donc d'où cette diversité. Ça représente le public. Pour ce qui concerne la situation en France, il y a 5,5 millions de personnes qui ont des problèmes d'audition. Voilà, on met une limite à 40 décibels de perte auditive. À partir de 40 décibels de perte auditive, on tombe dans la surdité avec surdité légère, profonde, sévère, les malentendants. Voilà. Nous, on travaille beaucoup plus sur la langue des signes. Moi-même, d'une part parce que je suis sourd signant, et puis parce que le contexte actuel, notamment du Covid, on voit bien que tout le monde, vous avez vu à la télé, il y a des interprètes, on voit bien qu'il y a un besoin. Donc, ça a été une opportunité, ce confinement, à une situation négative, finalement, a fait émerger une opportunité de dire la communication, c'est important, ça donne de la visibilité à ce que c'est qu'un interprète, à ce que c'est que l'accessibilité. Donc, ça nous permet d'avancer. Alors, sur la surdité en général, on a quand même différents profils. C'est-à-dire, il y a les sourds de naissance. C'est un enfant sur 1000. Une naissance sur 1000 est un enfant sourd en France. Donc, après, en général, chacun a un parcours différent. Une grande partie sont orientés vers la langue des signes. Et après, il y a aussi toute une partie de la population qui naît entendant et qui perd de l'audition. Alors, il y a les personnes âgées qui perdent de l'audition, mais il y a aussi des gens qui, beaucoup plus tôt, à l'âge de 20 ans, 25 ans, 30 ans, à des âges très variés, deviennent malentendants ou sourds. Alors, avec des origines différentes, soit c'est un environnement bruyant, soit c'est trop de participation à des concerts avec des volumes sonores importants. Ça peut être aussi suite à des maladies, il y a plein d'origines possibles, mais les personnes perdent l'audition plus ou moins tardivement. Plus on perd l'audition tardivement, plus il est difficile de rentrer dans la langue des signes. Il y a néanmoins une partie du public malentendant qui est né déjà malentendant et qui oralise et qui reste dans du français oral. Après, c'est une question de choix. Il y en a qui se tournent vers l'oralisation, d'autres vers la langue des signes. C'est très variable. J'essaye d'aller assez vite parce qu'il y a beaucoup d'informations à faire passer. Alors voilà, je vous laisse regarder aussi le PowerPoint, ça vous aidera à suivre un petit peu. Pour résumer, effectivement, on a deux grandes catégories de public, le public signant et le public oralisant. Le public signant, il y en a qui sortent de classes bilingues avec un enseignement en langue des signes. Donc, du coup, ils sont vraiment dans une culture parce que c'est pas un langage, on est vraiment la langue des signes est une vraie langue liée à une culture. Donc, il y a une communauté signante qui se développe. Mais elle ne se développe pas très vite parce que ça reste une minorité. Je vous disais tout à l'heure les chiffres.
c'est 280 000 personnes à peu près qui sont locuteurs de la langue des signes. Donc, c'est l'équivalent d'une petite ville et ils sont répartis partout en France. Donc, du coup, c'est vraiment un handicap invisible. Vous voyez deux sourds qui signent, vous repérez qu'ils sont sourds, mais vous voyez un sourd tout seul dans la rue, vous n'avez aucun moyen de voir qu'il est sourd s'il n'est pas en train de signer avec quelqu'un d'autre. Voilà. Là, c'est vrai qu'avec la présence des interprètes à la télé, ça donne de la visibilité à ce handicap et du coup, on voit les besoins qui en émanent. Le reste de la population qui est plutôt oralisante, ce sont des sourds qui n'utilisent pas la langue des signes, mais qui essayent de s'appuyer sur leur reste auditif avec, à l'aide de matériel. Alors, il y a différentes technologies, plan cochléaire ou amplificateur. Voilà. Donc là, les technologies évoluent aussi. Eux utilisent beaucoup le sous-titrage à la télé. Donc voilà, vous l'avez déjà vu sans doute. Alors, tout n'est pas sous-titré, mais il y a quand même, par rapport à la langue des signes, il y a beaucoup plus de sous-titrage que de langue des signes. C'est quand même quelque chose qui est déjà pas mal développé. Du coup, sur la population sourde, on voit bien que les profils sont très, très différents. Il n'y a pas de modèle unique et donc il n'y a pas de réponse unique. En fait, il y a des profils qui ont des besoins proches, donc ça fait des petits sous-groupes. C'est très variable. Et c'est pour ça qu'on a un vrai travail sur l'accessibilité du numérique parce que ça répond à un besoin qui est divers. Alors, je vous le disais tout à l'heure, nous, on a une expertise et une culture de la langue des signes qui fait que c'est notre domaine, et puis moi-même, c'est ma langue. Donc, on dit toujours que la langue des signes est internationale. En fait, non, elle ne l'est pas. Il y a la langue des signes française, il y a une langue des signes anglaise, il y a une langue des signes américaine. Elles sont différentes. Bien sûr, c'est plus facile pour nous, entre sourds, quand on se rencontre. Grâce à l'iconicité de la langue des signes entre étrangers, on arrive à communiquer malgré tout et à échanger. Mais malgré tout, on n'a pas la même langue et il n'y a pas une langue des signes unique. Voilà. Et même en France, il y a également des régionalismes, comme il y en a dans n'importe quelle langue, de vocabulaire. Par exemple, moi, je dis maman comme ça, mais on peut dire maman comme ça. À Toulouse, on le fait sur le visage, à d'autres endroits, on le fait sur le côté. Ça, c'est des régionalismes qu'on retrouve par ailleurs. Alors là, vous voyez les images que je vous propose. On revient un petit peu dans l'histoire. Et dans les années 90, des choses que vous avez peut-être oubliées. Voilà, l'image, c'était pour dire que les sourds, avant, ils voyaient leurs parents au téléphone, ils voyaient la télé sans rien. Et les sourds, ils n'avaient accès à rien du tout de ces outils-là. Et pour communiquer, c'était vraiment difficile. Il fallait se faire aider tout le temps, demander à quelqu'un de le faire, demander de l'aide. Voilà, les années 90, c'était compliqué. Alors, il n'y avait pas forcément la conscience de ce manque. Avec les nouvelles technologies, quand elles sont arrivées, avec le numérique, pour les sourds, ils ont découvert des tas d'outils. Alors là, je vous mets la majorité des outils utilisés par les sourds, les solutions qu'ils utilisent à l'heure actuelle. Bon, Facebook, bien évidemment, il est très célèbre. WhatsApp est très utilisé, FaceTime, voilà, tout ce qui permet de la communication en direct avec de l'image. Skype, pour les familles, ça permet de dire un peu sur les lèvres, d'échanger. Zoom, voilà, qui a explosé ces derniers temps. Instagram, pour avoir des infos avec des vidéos qui circulent. Voilà, il y a des nouveaux outils qui arrivent en permanence. Par exemple, le Google Duo, voilà, c'est un peu comme FaceTime. C'est pour faire de l'appel direct. Et voilà, ça arrive, tout ça, c'est tout nouveau. Et pour vous, la vidéo, voilà, elle est développée, mais pour les sourds, c'est un besoin visuel. Voilà, tout passe par le visuel. Donc, on a besoin malgré tout d'avoir la vidéo, plus le texte, plus le son. D'avoir ces trois éléments, c'est vraiment la base de l'accessibilité numérique. Donc, il y a des solutions techniques qui existent et les sourds peuvent s'en emparer, s'exprimer, communiquer, notamment en langue des signes. C'est un formidable média de diffusion de la langue des signes parce que c'est pour tout public, c'est pour les sourds, mais c'est aussi pour tout public. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'accessibilité. Vous voyez, sur M6, là, il y a depuis un an 10 minutes de diffusion. C'est un programme spécifique, 10 minutes d'information en langue des signes sur le net. Ça ne passe pas à la télé, ça passe en direct sur le net.
Voilà, il y a des traductions qui existent. Il faut penser à ça. Les sourds sont touchés beaucoup par l'illettrisme et l'accès à l'écrit n'est pas toujours évident. Quand il y a des traductions en vidéo, c'est vraiment important. Et c'est quelque chose qui est fait en plus par des traducteurs sourds. C'est un métier à part entière. C'est un nouveau métier aussi qui est apparu. Et le numérique permet aussi de développer des nouveaux métiers. Le métier de traducteur est arrivé via ces moyens-là. En termes d'image, il y a Inouï. Là, on voit l'image avec les 3 femmes. Là, il s'agit d'un livre interactif. C'est un livre qui témoigne de personnalités sourdes, de leur parcours, de leur militantisme. Ce sont des articles qui sont faits, donc c'est bien un livre, on est d'accord, mais vous pouvez, grâce à un flashcode, avoir une version vidéo. Donc voilà, les nouvelles technologies permettent ce genre de choses. Voilà, donc c'est d'autres exemples. On le voit, les élections présidentielles accessibles avec du sous-titrage et des interprètes, ça vous l'avez certainement déjà vu à la télé. Et dans le futur, il y a également des avatars signants. Donc là, avec les nouvelles technologies, on peut imaginer de la virtualisation et quelqu'un qui parle et on pourrait avoir une image 3D d'expression en langue des signes. Il existe des dictionnaires aussi, pourquoi pas, pour de la traduction pour des sourds en difficulté. C'est difficile de vérifier le sens de quelque chose et d'avoir des traductions de certains termes en langue des signes est un outil d'autonomie. Les sourds également peuvent aussi accéder à la musique. Parce qu'il y a beaucoup de sourds qui disent je ne veux pas aller voir de la musique, pourquoi faire? Mais en fait, si, ça fait partie de la culture. On peut participer, c'est une découverte aussi. On va dans des concerts, il peut y avoir aussi une partie visuelle. Et notamment, ce qui se développe de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le chant-signe. C'est-à-dire les textes des chansons vont être traduits en langue des signes. Ça se fait beaucoup aux États-Unis, c'est très développé et c'est même imposé. Ça fait partie des normes d'accessibilité à ce que les concerts soient traduits pour que les sourds aient accès au contenu des chansons. Voilà. Après les campagnes présidentielles, on l'a vu, l'accessibilité s'améliore de campagne en campagne. Il y a un codeur LPC, du sous-titrage et un interprète. Après, la dernière photo que j'ai mise, c'est une petite illustration que vous connaissez. Vous avez vu notre président Macron qui fait des interventions, ainsi que le Premier ministre et le ministre de la Santé. À chaque fois qu'il y a une intervention avec des informations importantes, l'interprète est présent à ses côtés. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus d'Hélios et de ce que nous faisons, ce que nous proposons. Alors, c'est d'abord de l'accessibilité au téléphone, accessibilité téléphonique. Donc, on propose 2 produits. Un produit qui s'adresse aux salariés sourds dans le monde de l'entreprise. C'est de l'adaptation du poste de travail, c'est avoir une solution pour leur permettre de téléphoner. L'autre solution, c'est pour les services publics, les entreprises qui ont une relation client et via leur site internet à eux, leur service client ou n'importe quel service administratif qu'ils souhaitent rendre accessible. Ne pouvant téléphoner, grâce à Hélios, ils peuvent contacter le service choisi via le site internet. En fait, dans tout ce parcours-là, tout ce qui arrive là émane de la loi numérique dont Anaïs a parlé en introduction. Et la loi pour une république numérique se focalise sur l'accessibilité aux personnes sourdes et malentendantes. Alors, ce n'est pas le cas. Il y a également aussi des personnes aphasiques et les personnes sourdes aveugles. La loi le prévoit. Les solutions techniques sont en cours de développement, donc elles ne sont pas encore déployées, mais la loi le prévoit. Alors, un petit détail, toutes les précisions sont dans le décret, en fait. Donc, j'ai choisi là 3 articles qui me semblent importants. Aujourd'hui, le décret d'application, le premier article, dit que l'accessibilité doit être faite sur les téléphoniques, c'est-à-dire les opérateurs téléphoniques, Orange, Bouygues, SFR, Free et tous les autres opérateurs téléphoniques, y compris les petits, La Poste Mobile et autres petits opérateurs, doivent, eux, rendre accessible pour leurs clients sourds gratuitement.
Ils ont droit à 1 heure par mois, et puis de date en date, c'est très progressif. Il va y avoir 3 heures, puis 5 heures par mois. Donc, c'est un déploiement progressif. Et donc, là, les sourds peuvent enfin téléphoner gratuitement pour les besoins de leur vie personnelle, familiale, pour leur démarche. Voilà, ça, c'est une chose. Le deuxième article concerne les services publics. Donc, l'État, les régions, les mairies, toutes les collectivités doivent être accessibles au niveau du téléphone pour les citoyens sourds. Donc là, c'est pareil, c'est une mise en place progressive dans le temps. D'abord, c'est l'État qui doit se mettre en accessibilité, puis les régions, puis les collectivités. Voilà, c'est très progressif. Le troisième article concerne les entreprises, et notamment les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 250 millions d'euros par an. Là, ils doivent se rendre accessibles, c'est la loi. Donc, on a de nombreuses entreprises qui sont nos clients. Et vous pouvez regarder dans l'annuaire d'Elios, vous trouverez la liste de tous les clients qui sont accessibles gratuitement et qui peuvent nous appeler ces clients-là via Elios. Donc, ensuite, il y a un article 5 qui est important, qui parle de l'accessibilité, mais que cette accessibilité doit se faire avec des interprètes diplômés, avec des codeurs, avec des transcripteurs, et la loi impose le cadre de diplôme et de qualité de ces opérateurs. Donc, les transcripteurs, enfin les interprètes et les codeurs doivent avoir un diplôme, et les transcripteurs est un métier pour lequel il n'y a pas encore de diplôme, donc c'est une qualification avec une exigence de rapidité de transcription et de qualité de la transcription en termes d'erreur en français. Voilà. Et donc ça, c'est une obligation de la loi. L'accessibilité doit se faire dans ce cadre-là. Et là, ce n'est pas tellement facile parce que ce sont des métiers qui sont encore assez peu développés. Je vous donne un exemple. Les interprètes en France, on a moins de 500 interprètes diplômés en France. Et ils sont déjà tous très sollicités, tous au travail. Et les universités qui forment des interprètes, il faut savoir que c'est une formation Bac+5, donc c'est long de former un interprète. Et quand ils sortent, certes, ils travaillent de suite, mais ils sont pas encore, ils ont besoin de suffisamment d'expérience pour pouvoir ensuite travailler en centre relais. Il faut d'abord travailler sur le terrain avant de pouvoir travailler en centre relais. Donc c'est très long de former des interprètes. Les universités en France, il sort en moyenne entre 15 et 30 interprètes par an diplômés, ce qui est insuffisant par rapport aux besoins et au marché actuel et de ce que demande la loi numérique. On estime à un besoin de 3000 interprètes en France. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée. Ça, c'est un document qui simplifie et de façon visuelle. Il a été créé par l'UNISDA. Au moment de la sortie du décret, c'était pour les besoins pédagogiques. Ils ont essayé de faire un document qui résume l'application de ce décret. Donc voilà, vous pouvez le voir sur le site de l'UNISDA. C'est un document récapitulatif. Maintenant, je vais vous parler de notre produit Elios Connect pour les services de relations clients et les services de l'État, les administrations. Notre solution est une solution à distance, donc pour pouvoir rendre accessible le téléphone à distance, mais aussi en présentiel pour de l'accueil et du guichet. C'est-à-dire un sourd qui a besoin d'appeler un service client, et après il peut prendre rendez-vous et se rendre en agence sur place et avoir aussi de l'accessibilité en présentiel. Voilà. Alors, le fonctionnement, c'est une personne sourde qui va appeler d'abord la plateforme Elios, qui va être mise en relation avec soit un interprète, soit un codeur, soit un transcripteur. C'est la personne sourde qui choisit son mode de communication. Il est mis en relation avec un opérateur, un interprète par exemple, et il va dire très brièvement voilà le contexte de son appel en disant j'appelle tel endroit pour tel sujet, et l'appel va être envoyé directement. Il n'a pas à fournir le numéro, c'est automatique, c'est prévu, l'interprète relaye l'appel. Le service client décroche, il est mis en relation et l'interprète traduit l'échange. Une fois que l'échange est terminé, on raccroche, c'est transparent. Voilà.
Si vous souhaitez tester ou avoir plus d'informations sur ce produit, à la fin, je vous ferai une petite présentation et je vous donnerai mon numéro de téléphone Helios et vous pourrez m'appeler via un opérateur si vous le souhaitez. Je vous répondrai avec plaisir. Aujourd'hui, nous avons 3 modes de communication. J'en ai ajouté un 4e, mais vraiment, les 3 plus importants sont des solutions humaines, donc des interprètes, des codeurs LPC et des transcripteurs. C'est ce qui est le plus demandé. Et après, il y a la reconnaissance vocale automatique, c'est ce que nous, on appelle le TTA. C'est une solution informatique donc, qui se développe de plus en plus, ce qui est plutôt une bonne chose que ça se développe. Mais nous, avec les tests qu'on a fait en interne, on estime que ce n'est pas encore assez mûr pour le proposer à notre public sourd. Donc, on le fait. C'est une solution qu'on peut proposer pour les clients qui en ont besoin, pour répondre aux contraintes de la loi, de l'accessibilité. On le fournit malgré tout. C'est quelque chose de possible, mais il n'y a pas d'humain derrière. C'est uniquement une machine, comme voilà, Google Siri ou comme… Voilà, c'est la reconnaissance vocale uniquement. Donc, on peut le proposer, mais ce n'est pas encore mûr et ce n'est pas encore parfait. Il y a encore des évolutions à faire pour qu'on puisse avoir une qualité suffisante pour le proposer à nos clients. Là, je vous donne quelques exemples de sites Internet pour savoir comment ça se passe. En fait, vous allez sur le site du client, peu importe. Vous cherchez le numéro pour appeler ce service client. On rajoute un petit logo d'accessibilité que les sourds vont repérer. Là, on clique là-dessus. On arrive sur la 2e page, celle qui est au milieu du slide. Et là, on voit le logo du client. Donc, on sait bien qu'on est sur la bonne page. Hein. Là, on est sur la SNCF. Je choisis, moi, en tant que sourd, mon mode de communication, LSF, texte ou LPC. Je clique et ensuite, je suis mis en relation avec l'opérateur, interprète, codeur, transcripteur. Et ensuite, pour le texte, il n'y a simplement pas de vidéo. On a une page de texte, mais vous voyez, il y a, là, sur l'image, à droite, on voit une petite zone de chat qui permet de chatter. Et pour le texte, en fait, il n'y a pas de vidéo et le chat prend l'intégralité de l'écran. Et là, vous pouvez appeler n'importe quel service client en tant que sourd et accéder. Vous pouvez le tester. Voilà. Alors, ça, c'est l'accessibilité téléphonique. On peut le faire sur ordinateur ou sur portable. C'est-à-dire qu'on appelle directement sur votre smartphone. C'est une technologie qu'on appelle WebRTC. Qui permet, voilà, c'est une application, on n'a pas besoin de télécharger, c'est directement, on met l'adresse mail directement et on est mis en relation. La seule chose qu'on nous demande, c'est d'autoriser le partage de webcam et de son pour pouvoir communiquer avec l'opérateur. Mais sinon, c'est une technologie directement qui passe sans l'application. Donc sur portable ou sur ordinateur, les 2 solutions. Après, aussi sur tablette. Sur tablette, c'est la même technologie que sur smartphone. Pour l'autre solution qui concerne les salariés sourds dont je vous parlais tout à l'heure, c'est des sourds qui travaillent en entreprise ou dans un service public, hein, service de la fonction publique. Les sourds peuvent avoir, ça ressemble, hein, mais ils peuvent à la fois passer des appels, mais aussi être appelés. Et ça, c'est important. Voilà. Ils ont l'accessibilité au téléphone comme n'importe qui. Je peux appeler, mais aussi être appelé. Donc là, on est vraiment sur quelque chose… sur une équité. On peut également utiliser Helios pour des réunions à distance avec un système de réservation. Voilà, pour 1 heure, 2 heures, 3 heures, s'il y a besoin de faire des réunions à distance via Helios. Pour des réunions qui sont en présentiel, mais en ce moment, ce qui s'est beaucoup développé avec le Covid, avec le télétravail, ce sont finalement des réunions. C'est tout à fait adapté puisque ce sont des réunions à distance. Et la 3e utilisation, c'est ce qu'on appelle le face-à-face, c'est-à-dire le salarié sourd qui a besoin d'échanger avec un collègue ou pour son entretien annuel avec son chef. Donc là, ils sont 2 dans l'entreprise, ils sont tous les 2 en présentiel et ils font appel à l'opérateur à distance. C'est un autre usage d'Helios. Donc, cette solution est intégrée sur portable, tablette, ordinateur. Les 3 sont possibles, ce qui fait que le sourd peut avoir accès à Helios s'il est en déplacement ou s'il a des missions. Avec son téléphone portable, il peut utiliser Helios où qu'il soit.
Par rapport au financement de cette solution en entreprise sur le poste de travail, alors soit on est dans le privé et on se tourne vers l'AGFIP pour une prise en charge, l'accompagnement par un Cap emploi pour pouvoir avoir un aménagement du poste de travail, auquel cas il y a un financement de centre relais téléphonique, c'est tout à fait possible. Alors le budget est très variable, ça dépend des régions, ça dépend des dossiers, ça dépend des besoins de la personne sourde, ça dépend aussi des besoins de l'équipe. Donc, normalement, la GFIP fait intervenir quelqu'un qui va venir évaluer les besoins. Voilà. Et pour la fonction publique, c'est ce qu'on appelle le FIPHFP. Donc, c'est l'équivalent, mais pour toute la fonction publique. Donc là, c'est des interlocuteurs différents pour la prise en charge. Il y a des critères de financement et de prise en charge qui existent. Voilà. Je vous ai présenté nos produits, Connect et entreprise, mais on ne fait pas que fournir le produit. On accompagne les entreprises et les services publics et les entreprises avec notre expertise de voir comment adapter le mieux possible à leurs besoins. Parce que les personnes sourdes, comment elles utilisent le produit, et puis comment elles peuvent mieux communiquer. C'est-à-dire que le produit tout seul, il faut aussi qu'il soit bien utilisé. La troisième chose, c'est du coup qui est importante, c'est la formation. C'est-à-dire que comment utiliser le produit, alors, formation de la personne sourde, mais aussi de ses collègues, les gens avec qui il travaille, puisque c'est un outil qui est utilisé par tout le monde conjointement. C'est-à-dire que c'est une formation qui est collective, où tout le monde participe en même temps, en disant, voilà, on vous amène cette solution pour mieux communiquer entre vous, comment on va faire pour que ça marche le mieux possible. Le but, c'est vraiment qu'il soit utilisé correctement et optimisé. Pour la solution pour les services publics et pour les relations clients, c'est pareil. Pour le produit Connect, on accompagne nos clients. Si c'est des centres d'appel relations clients, c'est un peu déstabilisant au départ de recevoir un appel de sourd en disant mais comment je fais, comment je réagis, comment je lui parle. Ça peut être un peu déstabilisant. Donc, on a une expertise et on forme nos clients à bien accueillir leur public sourd et malentendu. Voilà. L'objectif, c'est l'égalité des chances, c'est celle de la loi, c'est que les gens se communiquent le mieux possible et de façon la plus transparente possible. Donc, on ne travaille pas seul, Helios, on travaille aussi avec nos fournisseurs qui sont présentés en bas de la slide. Ce sont nos fournisseurs. Alors, il y a le réseau des agences d'interprètes qui s'appelle Trait d'Union. Au total, ça représente 180 à peu près interprètes répartis sur toute la France. Donc, ce sont des agences un peu partout. C'est un réseau qui grossit. Et ils fournissent, ils travaillent sur le terrain, donc c'est des agences qui travaillent sur le terrain et qui font une partie de leur activité en visio pour les besoins d'Helios. Notre deuxième fournisseur est le messageur qui nous fournit la transcription écrite. Alors, ils ont une expertise autour de la malentendance et des solutions techniques proposées aux malentendants. Ils accompagnent les personnes sur les postes de travail. Le troisième partenaire, c'est Isos Accessibilité. Donc, c'est notre partenaire depuis toujours pour les codeurs LPC. Et le troisième, c'est IVES, c'est la partie technique. C'est notre maison mère qui gère toute la plateforme technique. Voilà. Et ça, c'est une expertise. On est partenaire depuis très longtemps. Donc, c'est des gens qui maîtrisent ce métier depuis longtemps, donc qui viennent compléter notre propre expertise. Donc, c'est un vrai travail de partenariat. L'objectif de ces partenariats, c'est de travailler en synergie et d'être plus fort, d'être complémentaires. Parce que localement, ils ont aussi, comme ils sont répartis sur le territoire, ils font des retours d'expertise qui nourrissent, notre réflexion et de réfléchir en termes de technologie, comment on peut répondre, faire évoluer notre produit pour répondre à ces nouveaux besoins. Là, c'est quelques chiffres voilà, pour illustrer un petit peu notre activité, l'activité d'Helios. Voilà, on parlait de 5,5 millions de personnes sourdes et malentendantes en France. Voilà. Il y a des sourds qu'il faut intégrer, mais il faut penser aussi aux entendants. C'est-à-dire que l'accessibilité est quelque chose qui se partage. Le téléphone, il est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les sourds, c'est aussi pour que les entendants puissent appeler les sourds. Donc, on va au-delà de ces 6 millions de personnes.
actuellement, la technologie évolue et, et je vous parlais tout à l'heure de la filiale qu'on a au Canada. Alors, c'est un marché qui est très différent parce que c'est un développement du service personnel là, pour les besoins perso. Aujourd'hui, c'est 7000 utilisateurs au Canada, sourds qui utilisent la plateforme IVES, que ce soit du pro, du perso. Voilà. C'est intéressant de voir dans la situation du Covid, là, ils ont eu une augmentation du nombre d'appels énorme parce que les sourds se sont retrouvés enfermés chez eux. Et donc, du coup, ils se sont emparés de toutes les technologies possibles pour pouvoir communiquer. Et donc, ça a impacté fortement le nombre d'appels au Canada. Voilà, donc c'est une vraie chance. Le numérique a permis, dans cette situation exceptionnelle, à ce que les sourds soient moins isolés. Imaginons qu'on vive la même chose dans les années 90, ça aurait été terrible. Les sourds, ça aurait été un double isolement, de la frustration, de la déprime, des angoisses. Voilà. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, au numérique, malgré tout, il y a de l'accessibilité. Elle n'est pas complète, mais ça évolue quand même très positivement. Donc voilà, c'est un challenge pour nous tous, y compris pour Helios. Ça nous a obligés à nous améliorer, à être réactifs et à continuer à avancer. Bon, là, sur les métiers de l'accessibilité, on en a parlé un petit peu, on est pris par le temps. Voilà, c'était juste pour présenter les métiers dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, sur le diplôme des interprètes, on vous a dit un bac+5. Les transcripteurs, comment ils travaillent. Donc là, vous trouverez du coup des éléments sur cette slide. Et les codeurs LFPC. Donc là, c'est du code. On n'est pas sur une langue comme pour la langue des signes, c'est un code du français. Voilà, en fait, c'est du mot à mot, c'est-à-dire qu'il y a des synonymes labiaux en français, ce qui fait que pour un sourd qui lit sur les lèvres, entre pou, bou, mou, c'est la même forme labiale. Et donc, c'est difficile à distinguer. Donc, le code vient soutenir la lecture labiale. Voilà. J'ai terminé. Merci de m'avoir écouté et je suis à votre écoute si vous avez des questions. Merci beaucoup, Vincent. C'était très intéressant. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Vous pouvez les écrire dans le chat. N'hésitez pas. Alors, est-il possible d'utiliser le service ponctuellement, Vincent? Alors, quel service? Le Connect pour appeler un service public ou une entreprise, c'est ça? Alors ça, c'est dans l'annuaire. Vous allez dans l'annuaire Helios. Il y a voilà, vous pouvez appeler une fois, plusieurs fois. Il n'y a pas de souci, c'est gratuit. Si vous voulez appeler, je ne sais pas, la CAF, par exemple, n'ayez pas peur, ce n'est pas limité. Vous pouvez appeler autant de fois que vous voulez gratuitement. Si ça concerne le produit Helios Entreprises, pour les personnes qui travaillent en entreprise, vous pouvez appeler comme vous voulez, mais ça dépend du budget de votre entreprise, en fait. Chaque entreprise a des budgets différents, donc vous allez être limité, puis ça va dépendre du financement que vous aurez obtenu aussi ou pas. Voilà. La question concerne là, c'est si nous avons un site internet. Ah non, non, mais vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez, il n'y a pas de souci. J'ai d'autres questions qui sont venues. Si on n'a pas répondu à la question, n'hésitez pas à remettre un message. Qu'est-ce que vous pensez des services comme Ava? Alors aujourd'hui, moi de ce que j'ai vu de Ava, c'est une technologie numérique de reconnaissance vocale automatique uniquement. Voilà, je disais tout à l'heure, nous à Helios, on travaille sur la reconnaissance vocale automatique. Pour l'instant, on ne trouve pas ça assez mûr et performant pour le proposer. Ça marche tout à fait, mais il faut des conditions. Je vous donne un exemple tout bête. Un sourd oralisant qui veut communiquer avec un sourd signant. Ils ne peuvent pas communiquer. Il y en a un qui parle, mais parfois un sourd malentendant peut avoir une voix un petit peu
déformée, et ben, les logiciels, globalement les logiciels, la technologie n'est pas capable de reconnaître une voix un peu déformée. Il faut vraiment avoir une voix entre guillemets parfaite pour qu'elle soit bien reconnue. Donc, il peut arriver aussi des situations où une personne entendante, avec un accent étranger, je ne sais pas, québécois ou belge ou autre, la machine ait du mal à reconnaître les accents. Donc voilà, il faut, la troisième chose qu'on a vue, ce qu'on a constaté nous, si c'est mal utilisé, si vous n'avez pas un bon micro, vous êtes sur un ordinateur comme ça, mais le micro est lointain et capte des bruits autour, ça va perturber la machine et il va être en difficulté pour transcrire la parole. Voilà, il y a tout un contexte. Des fois, on l'a fait. Hein. Ça donne, nous, quand on a fait nos tests, on a beaucoup rigolé parce que ça donnait des phrases qui n'étaient pas du tout les bonnes. Donc, attention à l'enjeu, quoi. Voilà. Nous, ce qui nous importe, c'est que le sens passe. Voilà. Et du coup, comme il n'y a pas la ponctuation, il n'y a pas les points, il n'y a pas les virgules, ça transcrit au kilomètre. Et donc, du coup, on ne sait pas où la phrase se termine et ça peut mettre de l'ambiguïté. Des fois, il y a plusieurs interprétations possibles. Donc, il y a des évolutions qui vont arriver. Et pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment… D'accord, merci. Alors, on a plein d'autres questions qui arrivent. Effectivement, je suis navrée, on n'a pas fait la transcription aujourd'hui en sous-titrage. On s'améliore sur l'accessibilité, on n'est pas encore au top, mais on y pensera pour les prochains webinars. Ensuite, j'ai une question concernant les aménagements de poste en entreprise et les financements. Une rumeur dit que les financements ne sont valables que la première année. Est-ce que les financements sont renouvelables chaque année ? Alors, ça peut être renouvelé chaque année. Il faut refaire la demande de financement, pas de souci. Mais le financement, ça dépend des besoins en fait. Si vous demandez du matériel, ils vont vous l'acheter une fois. Et après, chaque année, vous refaites un dossier pour les moyens humains. Ce n'est pas la même chose. Les interprètes, que ce soit des interprètes en présentiel ou à distance, y compris Helios, oui, chaque année, vous pouvez le renouveler. Mais voilà, c'est l'entreprise qui doit gérer son budget pour le refaire comme ça. Après, il y a d'autres entreprises qui ont un accord cadre avec la GFIP. Et là, du coup, c'est un contrat entre la GFIP et l'entreprise. Bon, là, c'est confidentiel, donc on n'a pas accès à ça. Et là, peut-être l'entreprise, on lui enlève sa pénalité en échange d'un budget contre l'accessibilité. C'est très variable. Les situations des entreprises changent d'une à l'autre. Mais je sais que la GFIP finance chaque année. Hein. Après, le montant, il est variable d'une région à l'autre et d'un besoin à l'autre. Mais c'est tout à fait une demande renouvelable. Okay. Merci beaucoup Vincent. Alors, on a encore plusieurs questions. La vidéo vous sera envoyée après, hein, donc vous aurez effectivement les slides sur la vidéo. Vous pouvez récupérer ce qu'on s'est dit. J'ai une personne qui pose une question sur la fusion entre le FIP et la GFIP. Alors, moi personnellement, je n'ai pas l'information tout de suite. Je ne sais pas si tu l'as Vincent, mais par contre, si vous voulez, Adrien, je vous propose qu'on s'appelle ensuite éventuellement. J'ai un collègue qui pourra répondre à cette question-là. Je n'ai pas l'information. Effectivement, j'ai des rumeurs, mais très concrètement, je n'ai rien d'officiel là-dessus. Je ne saurais pas vous dire. Ensuite, est-il possible de réaliser une formation à distance pour les sourds profonds ? Oui, mais ça dépend des situations. En fait, si vous avez 50 personnes, ça va être un peu compliqué. Si c'est une personne à accompagner à distance, c'est faisable. Donc là, en fait, quand on organise des formations, on suit le besoin, on l'estime et on voit si c'est faisable à distance ou pas. Pour le produit Helios Entreprise, avec des salariés qui travaillent, nous, on préfère aller sur place, sur site, ce qui permet de comprendre mieux le besoin, de diagnostiquer comment ils travaillent et de donner des bons conseils. Et parce que ce n'est pas seulement de la formation, c'est aussi apporter une expertise et des conseils. Donc là, très souvent, le retour, il est positif de la part de l'entreprise parce qu'au début, ils sont un peu hésitants et vraiment, on insiste pour aller sur place et à chaque fois, ils sont convaincus parce qu'arriver sur place, nous, on est capable de leur dire attention, comment vous allez utiliser, c'est quoi votre besoin au quotidien. Ah bon, mais oui, ça, on n'avait pas pensé. Des choses qu'ils ne pensent pas à nous dire ou des usages auxquels ils ne pensent pas.
Parce que l'équipe d'entendants, des fois, ils disent « Ah, mais moi, je ne savais pas, le sourd, je peux lui dire ça, est-ce que je ne vais pas le vexer ou est-ce que je vais pas… » Voilà. Donc, voilà, ça change un peu le regard et souvent, ça ramène du lien dans une équipe qui est un peu gauche et qui est un peu en difficulté par rapport au handicap. À distance, c'est toujours beaucoup plus délicat de le faire. Voilà. Après, il y a d'autres produits sur lesquels on fait des formations à distance. Pour les centres d'appel, notamment, on les accompagne à distance. Ça dépend des besoins. On a différents formats de formation. Oui, on a des critères et on contacte les gens, on voit leurs besoins et on s'adapte. En accessibilité numérique, nous devons permettre aux utilisateurs de signaler les manquements aux règles d'accessibilité du service. Est-il possible d'utiliser votre solution dans ce cas-là uniquement? Pardon, attendez, c'est l'interprète qui n'a pas compris la question. Je répète. Je disais, en accessibilité numérique, nous devons permettre aux utilisateurs de signaler les manquements aux règles d'accessibilité au service. Est-ce que c'est possible d'utiliser votre solution dans ce cas-là uniquement? Alors, pour signaler, c'est pour signaler, c'est ça? Juste pour préciser peut-être la question, plutôt que de la relire, de la préciser. Est-ce que du coup, Claudie, vous pouvez repréciser la question dans le chat? On ne comprend pas forcément. Le PowerPoint, le replay, des remerciements. Est-ce qu'il existe une solution pour avoir une transcription automatique pour permettre aux personnes sourdes de participer en direct à des visioconférences avec des entendants? Avec des entendants, oui, c'est tout. Oui, c'est ça. En fait, une mise en accessibilité par transcription automatique, c'est ça la question. Hein, c'est l'interprète qui vérifie là. Est-ce qu'il existe une solution pour avoir une transcription automatique pour permettre aux personnes sourdes de participer en direct aux visioconférences avec des personnes entendantes? Alors, ça dépend de la personne sourde qui se sent plus ou moins à l'aise avec cette solution. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, moi, j'ai rien contre. Après, pour des gens qui sont à l'aise avec cette transcription-là, c'est bien, mais peut-être que le problème, c'est que s'il s'exprime en langue des signes, il ne va pas pouvoir poser la question. C'est-à-dire qu'il peut réceptionner, mais comment il participe? Voilà, donc ça dépend du besoin de la personne sourde. Comment l'utilisateur, chacun a des besoins différents, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, pour la conférence, là, s'il y a de la transcription, par exemple, si on utilise de la TTA, nous, on ne le propose pas pour l'instant en traduction automatique. D'après mon expérience, c'est plutôt une remarque. Hein. D'après mon expérience, non, la qualité de la transcription automatique laisse à désirer dans ce genre d'organisation de type conférence. Ouais, ok. Et du coup, Claudie, on n'a pas répondu à votre question, vous avez juste remis oui. Si vous pouvez réécrire la question en entier, ou alors on peut peut-être activer le micro juste pour avoir votre question. Si vous voulez activer votre micro. Bonjour, pardon, j'ai peut-être du mal à m'exprimer. Quand on fait un site internet et qu'on essaye quand même qu'il soit accessible, il y a toujours possibilité qu'on ne réponde pas à toutes les problématiques. Donc, il y a l'obligation, effectivement, de laisser la possibilité à une personne en situation de handicap de nous dire le besoin qu'elle peut avoir. Et je pense notamment à des vidéos, parce que c'est très compliqué aujourd'hui de les avoir traduites en langue des signes. Est-ce que du coup, ponctuellement, on peut utiliser le service dans ces cas-là? Ou est-ce que c'est forcément des forfaits et forcément un accompagnement d'une personne ou d'une structure? Alors, pour répondre, Helios est un service. Alors là, il faudrait nous contacter pour ça directement, pour qu'on étudie, notamment le service commercial, pour voir un peu votre besoin, pour le préciser, pour voir si on est capable d'y répondre ou pas. D'accord, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je vois effectivement qu'il y a quelques débats dans les commentaires sur la transcription automatique. Une personne dit que ça demande effectivement des aménagements spécifiques pour être utilisable et qu'il restera un pourcentage d'erreur s'il n'y a pas d'intervention humaine.
Et une personne répond que ça dépend de la qualité de la capture audio de la conférence. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Si je suis passée à côté d'une question, n'hésitez pas. La personne sourde peut poser ses questions en utilisant son clavier ou son smartphone. Vous pouvez préciser dans quel contexte, Vincent? Pardon? Alors, c'était une question ou c'était… Il me manque un bout de phrase, je pense, pour finir la question. C'était par rapport à la transcription automatique. Ça serait un aller-retour, c'est-à-dire que il faudrait une solution technique pour traduire ce qui se dit oralement, et la personne sourde pourrait poser sa question en utilisant son clavier ou son smartphone, et sa question apparaîtrait en bas de l'écran comme la transcription automatique. Pour répondre à tout à l'heure, quand on disait qu'une personne sourde ne pourrait pas poser sa question, voilà. Elle pourrait utiliser son clavier ou son smartphone. Le chat, effectivement. Voilà. Oui. Ok. Merci beaucoup. Tous les sourds ne sont pas à l'aise avec le français. Oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu? Si vous avez des questions plus particulières, Vincent vous a affiché nos coordonnées. Vous n'hésitez pas. Donc voilà, on reste disponible, que ce soit sur LinkedIn ou sur nos téléphones et mails. Merci à vous. Vincent, merci. On me dit que c'était très intéressant. Merci à vous, merci à tout le monde. Alors, les questions sont posées à la fois à Vincent et à moi. On peut y répondre tous les deux. Donc Adrien, n'hésitez pas. Ceci. Merci à tous. Il y a beaucoup de merci dans le chat. Vincent, je ne sais pas si tu as mis le chat sur le côté. Super. Et vous pouvez utiliser le mail pour nous contacter si besoin. Tout à fait. Merci à vous. On reste un petit peu connecté si jamais il y a d'autres questions, mais déconnectez-vous au fur et à mesure. Et puis on va quitter l'enregistrement.